Bonjour, bonsoir à tous, ici Nico Wild et on se retrouve pour un nouveau musée des icônes. Ouais, désolé, ça a pris vachement longtemps, j'ai eu un été très chargé et un début de rentrée complexe. Mais maintenant, je suis là pour vous parler d'un animal au travers de ses apparitions paléomédiatiques. Et dans un sens, je vais continuer sur le thème abordé dans le dernier Paléolandscape, puisque c'est d'un ornithopode dont je vais vous parler aujourd'hui. Entrons donc sans plus attendre dans le musée des icônes. Dans ma vidéo sur Uranosaure, je vous ai fait découvrir le sous-ordre très vaste des ornithopodes, l'un des groupes de dinosaures les plus diversifiés et répandus du Crétacé. Mais la famille la plus répandue de ce groupe très répandu, celle qui lui donne ses lettres de noblesse et qui est la plus connue, c'est la famille des hadrosaures. C'est simple, il y a tellement de trucs intéressants à dire que je pourrais en faire une vidéo complète. Mais de un, ça a sûrement déjà été fait, et en plus, ça aurait demandé du temps. Et le temps, c'est quelque chose que je n'ai pas. Donc je me suis dit, parle d'un hadrosaure, mais un seul, et même là j'avais l'embarras du choix. Mais comme souvent, un élément extérieur m'a influencé, et c'est donc ce grand gaillard que je vais vous présenter aujourd'hui. Voici donc l'Ambéosaurus, un genre d'hadrosaure du Crétacé supérieur nord-américain, décrit par Parkes en 1923. Son nom signifie reptile de Lambe, en l'honneur d'un grand paléontologue, Lawrence Lambe, qui a découvert la plupart des fossiles de l'animal. Il vivait dans la célèbre formation de Dinosaur Park, grande formation dont je vous reparlerai un jour, qui se situe en Alberta, Canada, et qui s'étend de 76 à 74 millions d'années, durant l'étage qu'on appelle le Campanien. Ce genre comprend deux espèces ennemies, donc deux avérées et une débattue. Les deux avérées sont d'abord l'Ambéosaurus lambei, espèce type et la plus connue du grand public. Plus tard, on nommera la deuxième l'Ambéosaurus magnicristatus. Et si pendant cette vidéo on pourra observer les deux espèces, la grosse majorité d'entre elles seront l'espèce lambei, donc on va s'attarder un peu plus dessus. On vous indiquera si c'est Magnicristatus, vous en faites pas. Mais mis à part l'apparence, il n'y a pas grand chose qui change. Donc généralement, ce qu'on dit pour l'un vaudra pour l'autre. Comme vous pouvez le voir, la caractéristique principale de cet animal est son crâne, notamment la crête osseuse qu'il arborait. C'est une caractéristique qu'il partage avec les autres hadrosaures de la famille des Lambéosaurinés, à laquelle il donne le nom. Et oui, seulement la moitié des hadrosaures avaient des crêtes. L'autre moitié, qui n'en avait pas, s'appelle les saurolophinés. Chez l'ambéosaure, la forme va dépendre de l'espèce. Magnicristatus en possède une très large et assez ronde, comme chez Corythosaure, mais placée plus en avant sur le front. Pour ce qui est de l'ambéi, par contre, il a l'une des crêtes les plus uniques de sa famille. Elle se divise en deux parties, une grande vers l'avant, assez carrée et aplatie latéralement, et une plus petite pointue qui va droit vers l'arrière. Le tout formant une crête très élégante en forme de V, de hachette ou même de pouce vers le haut. Ce qui veut dire qu'il faut liker la vidéo. Et oui, tu as raison, donc faites comme l'ambéosaure et likez la vidéo. Je deviens corpo, c'est pas possible. Comme pour ses cousins, elle était creuse et pouvait servir de caisse de résonance pour amplifier ses cris. Et on va en reparler longuement pendant cette vidéo. Les autres caractéristiques importantes à retenir sont son museau, allongé, terminé par un bec, et sa posture dont on va également beaucoup reparler. Bref, dans les médias, l'ambéosaure passe souvent après ses deux cousins et contemporains, à savoir Corythosaure et Parasaurolophus. Mais ce n'est pas un inconnu pour autant, et au fil des années, il a pu apparaître dans 57 médias différents, ce qui est quand même pas mal. Et comme toujours, je vais traiter les plus intéressants avec vous aujourd'hui, et la sélection a été dure. Donc commençons. Étant un genre relativement vieux, sa première apparition commence à dater, et il s'agit du célèbre film Fantasia de Disney. Plus spécifiquement, on le retrouve au fond dans la fameuse séquence du Sacre du Printemps. Alors, c'est le wiki qui m'a dit qu'il était dedans, et quand j'ai vérifié, les trucs les plus proches que j'ai trouvés, c'est ça et ça. Et le premier ressemble vachement au Corythosaure quand même. Mais sur le deuxième, on peut éventuellement discerner la petite pointe de la crête, donc peut-être que c'est lui. Bref, pour l'époque, il était assez bien fait. On a la crête, comme j'ai dit, son museau est assez long et il est représenté bipède. A l'origine, les dinosaures étaient tous représentés bipèdes, plus particulièrement en position kangourou, ce qui les a accompagnés pendant longtemps. Mais au fur et à mesure, la majorité d'entre eux ont changé pour la quadrupédie, et les deux seuls qui restaient debout, c'étaient les théropodes et les ornithopodes. Et pour cause, ces derniers étaient capables de bipédie partielle.
Ça leur arrivait de se dresser et de marcher debout, notamment pour fuir ou communiquer. Mais la plupart du temps, ils marchaient à quatre pattes, en posant les doigts sur le sol. Mais c'était une découverte qu'on a fait assez tard, et donc ils ont été le dernier groupe qu'on a représenté quadrupède. Donc au final, montrer l'embéo comme ça aujourd'hui n'est pas totalement faux. Juste corriger un peu la position. Autrement, ça reste un lambéosaure très bon pour l'époque, qu'on voit pourtant très peu, contrairement à ses deux cousins. Et c'est une tendance qui va l'accompagner pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, on a un petit documentaire de 82 appelé Dinosaures, Fun Fact et Fantasy, dans lesquels une marionnette de crocodile vient nous apprendre en chanson des trucs sur les dinosaures. Ça s'adresse surtout aux enfants, mais l'alliance d'images réelles et de dessins, et même de stop motion, reste agréable à regarder. Et si je le mentionne aujourd'hui, c'est bien sûr parce qu'il y a un lambéo dedans, mais avec une crête particulière. On a là la première apparition de la deuxième espèce, Magnicristatus, qui, comme son nom l'indique, possédait une crête largement plus grande. Moi, ça me fait plaisir de voir que la deuxième espèce est apparue si tôt, et y est d'ailleurs bien représentée, si on nommait la posture kangourou. Sinon, c'est juste une image, quoi, pas grand chose à dire de plus. On retrouvera également cette espèce dans Paleo World de 94, grosse série documentaire avec pareil, un Magnicristatus d'époque, un peu maigrichon mais autrement très bien fait. Il nous est présenté par rapport à sa crête que le docu représente comme un outil de sélection sexuelle, ce qui est probable, mais j'en parlerai après, car on verra ça mieux plus tard. Et dans la saison 3, on voit également l'embéi basé sur un fossile, qui pareil donc est très bien fait. Revenons sur un classique avec Dinotopia. Plus rare que ses cousins, encore une fois, il apparaît cependant régulièrement dans les différents livres et adaptations, comme la série animée par exemple. Et là, on a une version plus moderne de l'animal. Quadrupède avec une posture parallèle au sol, mais toujours capable de se redresser sur les pattes arrière, ce qui va rester ainsi à partir de maintenant. Il a une bonne morphologie globale et son crâne est superbe, y compris le museau et la crête. Et en parlant de ça, il existe une illustration dans laquelle on le voit derrière un homme habillé comme lui et jouant d'un instrument. Et c'est pas le seul puisqu'il est accompagné de deux autres musiciens basés sur des dinosaures, évidemment Parasaurolophus et Corythosaure. Et ça, c'est une superbe occasion pour parler un peu plus du rôle de la crête chez cet animal. La crête des lambéosaurinés était creuse et parcourue de multiples canaux. Quand l'air passait dedans, lors de l'expiration, elle produisait un son qui vient accompagner le cri. Concrètement, c'était une caisse de résonance qui était vraisemblablement utile pour communiquer avec ses congénères. L'organisation des canaux devait d'ailleurs produire un son unique à chaque individu, ce qui fait que chaque lambéosaure avait sa propre voix. Cela, ainsi que les couleurs vives qu'elle devait arborer, tente à indiquer que ce dinosaure avait une structure sociale relativement complexe, dans laquelle le son joue un rôle prépondérant. C'est d'ailleurs une bonne idée de la part de Gurney d'avoir mis ces instruments, qui pourraient servir à parler avec le dinosaure dans sa propre langue. Maintenant, quels sons il produisait Eh bien, bonne question. Si pour la grande majorité des dinosaures éteints, il est impossible de le connaître, les lambéosaurinés sont bien les seuls dont on peut en avoir une idée. L'avantage d'avoir une trompette sur le crâne, c'est que les paléontologues peuvent faire passer de l'air dedans pour savoir quel bruit ça fait. Le premier à en bénéficier est bien sûr Parasaurolophus, qui pour l'espèce tubicène devait ressembler à ça. Bon après, ils font que souffler dedans. Il manque le travail du larynx derrière. Une chose qui a été prise en compte pour le deuxième, Corythosaure, dont la crête a servi de base pour une œuvre d'art musicale appelée le Dinosaur Choir. Lorsqu'on souffle dedans, la machine retranscrit notre souffle à travers le larynx puis le crâne du dinosaure, ce qui donne un son comme ceci. Et au final, ce truc est la chose la plus proche qu'on ait de l'instrument de Dinotopia dans la vraie vie, ce qui est assez sympa. Malheureusement, l'ambéosaure n'a pas droit à ce test, en partie parce que les crêtes ne devaient pas être si bien préservées, en partie parce qu'il est le moins connu des trois. Mais qui sait, peut-être que sa voix résonnera un jour de nouveau. Bref, Dinotopia nous montre un bel animal et surtout, l'une de ses premières reconstitutions modernes, avec en plus un concept intéressant. Dans les années 2000, l'ambéosaure va entrer dans un genre d'âge d'or, puisqu'il va apparaître assez souvent dans les médias de l'époque. Et parmi ceux-là, il y a les jeux vidéo, où il restera tout de même moins présent que les deux autres, encore une fois. L'une des plus notables vient du grand Dinosaur King. Certains ne le savent peut-être pas, mais avant d'être une série, Dinosaur King était un jeu vidéo sorti sur borne d'arcade. Et dans celui-ci, il y a plein d'espèces qui n'apparaissent pas dans la série,
Et c'est super puisque Dinosaur King est réputé pour avoir de très bonnes représentations pour son époque. Majoritairement. Et on est gâté puisque pour la première fois, on a les deux espèces de lambéosaures qui cohabitent. Ils sont tous deux d'éléments herbes comme les autres hadrosaures et comme vous pouvez le voir, ils ont une morphologie extrêmement similaire. La seule différence visible sur les fossiles, et qui est représentée ici, est la crête. Ce à quoi le jeu a ajouté des pics qui courent le long du dos de Magnicristatus. Et on va pas se mentir, ça lui va quand même vachement bien. Niveau crête, on a tout ce qu'il faut, hein, elles sont immenses, de la bonne forme, et en plus très colorées, ce qui est probable chez les hadrosaures. En regardant un peu les stats et les différentes cartes, j'ai remarqué que l'Ambéi était plus souvent dressé sur ses pattes arrière par rapport à Magnicristatus. Et ça pourrait venir de la différence de taille entre les deux. Si le corps de Magnicristatus n'est pas connu, ou en tout cas très endommagé, les études sur son crâne ont amené certains scientifiques à penser qu'il était plus grand et plus lourd que l'Ambéi. Et dans le même temps, certains autres pensent que les hadrosaures trop lourds, comme Edmonto ou Shantungosaur, étaient devenus incapables de se dresser sur leurs pattes arrière à cause de leur poids. Donc, est-ce que cette différence de posture ne viendrait pas de là? Alors après des tests sur Edmonto, non. Il était parfaitement capable de courir sur ses deux pattes, mais apparemment ce n'était pas son moyen de déplacement principal, ni même le plus rapide. Donc au final, si Magnicristatus est effectivement plus lourd que l'Ambéi, il resterait capable de se redresser, mais resterait plus souvent quadrupède que l'autre espèce. Théorie intéressante. Bref, Dinosaur King nous a comme d'habitude fourni du bon boulot avec ces dinosaures, et je dois dire que j'aime beaucoup les couleurs. Et je peux dire la même chose pour l'autre grand jeu de dinosaures de l'époque, Fossil Fighters. Vivosaure de type feu, dont le style de jeu est basé sur l'attaque, il a cependant pas mal de PV et un très bon move de soin pour toute son équipe. Niveau morphologie, on est très bien, il est bipède, il utilise ses mains pour attaquer, son crâne a la bonne forme dans le style graphique du jeu, et la crête est très belle également. Enfin, cet assemblage de couleurs est du plus bel effet. Ce rouge et ce jaune se marient très bien, les motifs sont simples mais efficaces, et ces touches de bleu viennent encore relever ça. Non, vraiment, c'est un lambéosaure exceptionnel. Si on omet le fait qu'il a une voile sur le dos. Alors, les hadrosaures ont effectivement des épines neurales assez développées, je dis pas, mais là il faut quand même pas abuser, c'est beaucoup trop. On est au niveau d'Uranosaure ou Hypacrosaure, un autre de ses cousins. Et un début de réponse pourrait venir de la dernière espèce dont j'ai pas encore parlé. Quelque part au Mexique, les paléontologues ont trouvé des ossements d'hadrosaures qu'ils ont nommés Lambeosaurus laticodatus, car ils ressemblaient beaucoup à ceux du lambéo canadien. Sauf qu'entre-temps, en 2012, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'une toute autre espèce qu'on a rebaptisée Magnapolia, ou Big Paul, ce qui est un nom hilarant. Il était l'un des plus grands hadrosaures connus et était reconnaissable par ses très grandes épines neurales, présentes tout au long de son dos. Et si on regarde les infos en jeu, on s'aperçoit que le Vivosaure mesure 15 mètres de long, là où le vrai lambéo s'arrêtait vers 10, et qu'il est listé comme mexicain en plus du Canada habituel. Alors que les vrais lambéos n'étaient que canadiens. Donc personnellement, je pense que l'ambéo de Fossil Fighters est basé sur Magnapolia, qui à l'époque était encore considéré comme une espèce de lambéo. Mais si on enlève cette voile, ça reste un très bon lambéosaure, sympathique en tout point. La dernière œuvre de l'âge d'or dont j'avais envie de parler est le Dinotrain, principalement pour le décalage qu'il a avec les autres hadrosaures. Je m'explique. Dans les premières saisons, on a découvert assez rapidement Corythosaure, puis un peu après Parasaurolophus. Et ces deux-là ont une posture bipède, certes, mais particulièrement redressée, presque humaine, ce qui en plus d'être déstabilisant est incorrect. Fort heureusement, ils se sont rattrapés pour la suite et les hadrosaures suivants sont bien horizontaux comme il se doit, et c'est le cas du lambéosaure. À un moment dans la série, une famille de lambéosaures élit domicile à côté du nid de la famille Pteranodon, aux grandes dames du père. Elle est composée de Lambert, le papa, sa femme, Lorraine, le fils, Leroy, et la fille, Lily, qui ressemble d'ailleurs trait pour trait aux autres bébés hadrosaures. Ce design est vraiment très bon. La crête est vive et grande, le museau a une très belle forme, le corps est bon et la posture est très bien, exclusivement bipède ici. Enfin, les couleurs sont le rouge et le jaune, ce qui lui sied à ravir, et avec des motifs très sympas. Non, vraiment, le Dinotrain a l'un des meilleurs lambéosaures jusque-là. Et en plus de ça, il est très ludique puisque la série les utilise pour apprendre aux enfants plein de faits amusants sur les hadrosaures, notamment leur communication via leur crête. Crêtes qui d'ailleurs vibrent quand ils font du bruit avec. Rappelons qu'il s'agit d'os, donc ça c'est pas possible.
C'est vrai, mais au moins ça a le mérite de montrer visuellement leur rôle de communication. Ah, c'est vrai, ça reste quand même sympa. Comme pour Kentrosaur, l'Ambéosaurus va disparaître des radars durant la majorité des années 2010, où Parasaurolophus sera privilégié par rapport aux autres hadrosaures. Et sa première réapparition après sera dans Parkasaurus, mais j'en parle pas ici, sachez juste qu'il est globalement pas trop mal. Non, je vais plutôt parler d'un jeu qui fait partie d'une licence dont j'ai surprenamment pas encore parlé jusqu'ici. Évidemment, il finira par apparaître dans la saga Jurassic. Mais en vrai, il était déjà apparu 2 fois. La première dans les années 90, dans la BD Return to Jurassic Park, puis après, début 2000, dans son premier jeu vidéo, Jurassic Park 3 Park Builder, où il était plutôt sympa. Mais sa plus grande apparition au sein de la saga est dans Jurassic World Alive, dans lequel il est aussi arrivé très tard, en 2024. Niveau morphologie globale, ce dinosaure Oméga est très proche de l'original, avec un corps trapu mais pas trop, et une posture oscillant entre bipède et quadrupède. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est au niveau du crâne. Déjà, ok, le museau est assez long. Je le trouve un peu épais, et il manque cette subtile courbe qui part de la base de la crête jusqu'au bout du bec. Et deuxièmement, la crête a une forme chelou. Autant la partie avant, rien à redire, en plus d'avoir de jolies couleurs, autant la partie arrière me gêne, à coller un peu trop au cou. Mais en même temps, ces 2 points ne sont que du chipotage de ma part et restent parfaitement dans le champ des possibles pour cette espèce. Donc au final, ça reste un très bon lambéosaure. Au passage, j'espère qu'on le reverra plus souvent dans la saga, comme dans Evolution 3 par exemple. On croise les doigts. Et là, on n'a plus que du très très lourd, de l'excellence hadrosaurienne. La crème de la crête des lambéosaures jamais apparus dans les médias. Et il y en a 4 comme ça qui se partagent le titre de meilleur lambéo, car ils sont globalement très similaires, très proches de nos connaissances actuelles, et les quelques différences qui subsistent ne viennent pas ruiner leur représentation de l'animal. Et le premier de ceux-là, c'est Path of Titan. A la base, l'ambéosaure ressemblait à ça, ce qui honnêtement était déjà pas mal, et il faut savoir un truc, c'est que Path offre toujours plusieurs espèces pour chaque dinosaure, avec une modification mineure de statistiques. Pour l'ambéo, on a l'ambéi, évidemment, Magnicristatus, bien sûr, et Posidans, qui pour le coup est inventé, mais ça lui arrive de faire ça, donc je dis rien. Le truc, c'est que récemment, il a reçu une mise à jour qui a révisé un peu tout ce qu'il avait, ce qu'on appelle un TLC. Et en voir le nouveau modèle, il est franchement superbe. On retrouve une morphologie plus svelte sans être trop maigre, et le crâne est franchement magnifique. Très très bon travail. Non, le problème que j'ai avec lui, c'est dans les espèces et leur apparence. Déjà, ça c'est pas l'ambéi, c'est Posidans. L'ambéi c'est celui-là. Encore plus svelte, au museau plus bombé et surtout une crête placée plus en arrière sur le crâne. Perso, je trouve que l'autre crâne, quasi parfait, irait mieux à l'ambéi qu'à une espèce inventée. Mais enfin bon, c'est personnel. Par contre, la vraie critique, elle va pour Magnicristatus. Cette espèce, dont le nom veut dire grande crête, a reçu la plus petite des 3 disponibles. Et ça, c'est une erreur grave, puisque là, on est complètement contre les preuves fossiles. Je pense que le pire dans cette histoire, c'est qu'avant le TLC et son remodel, tout était dans l'ordre. Les crêtes étaient bonnes chez tout le monde. Tout était à sa place. Je sais pas ce qui s'est passé, mais faudrait songer à réparer ça. Et c'est vraiment dommage qu'il y ait ce cafouillage, parce qu'autrement, c'est un excellent lambéosaure, avec en plus un gameplay qui lui va parfaitement. Dans le jeu, c'est un animal mobile et endurant, capable de changer de posture pour se battre, et qui utilise ses cris pour donner des bonus à ses alliés. Et ça, c'est quelque chose de brillant, comme Pass sait si bien le faire. Donc encore une fois, dommage le design. Numéro 3, il est plus que temps que je vous parle de Dinosaur Sanctuary. Alors, pour ceux qui sauraient pas, j'aime vraiment pas les mangas et les animés. Mais comme toujours, il existe 2-3 exceptions, quelques œuvres sympas dans le milieu, et parmi elles, je pense compter Dinosaur Sanctuary. C'est un manga où des dinosaures vivent à l'époque moderne, et on va y suivre une soigneuse dans un parc qui va essayer de montrer au monde à quel point les dinosaures sont géniaux. Dans un des chapitres, on a un flashback qui nous transporte dans une réserve à dinosaures dans la belle et grande Australie. Et parmi ses habitants, on y retrouve un troupeau de lambéosaures. On a encore une représentation moderne absolument incroyable. Là où je vais pouvoir développer un peu, c'est au niveau de la structure sociale dans laquelle il est montré. Comme je l'ai dit, la présence d'une crête sonore tend à indiquer que le lambéo était assez social et comme les grands herbivores modernes, devait vivre en troupeau. Le fonctionnement et la hiérarchie de ces troupeaux restent par contre spéculatives et basées sur des mammifères actuels.
La plus commune et celle qui est représentée ici est basée sur le cheval, où il y a un étalon à la tête d'un troupeau de femelles et de poulains. Et comment je sais que c'est comme ça ici? Comme d'habitude, grâce à la crête. Chez la plupart des lambeosaurinés, on a retrouvé des fossiles où la crête est plus petite que d'habitude, alors que l'animal avait l'air adulte. Et on en a déduit qu'il s'agissait de femelles qui possédaient donc un dimorphisme sexuel par rapport au mâle. Ce dernier était généralement plus grand et avait une crête plus grande et potentiellement plus colorée. Et c'est ici l'une des premières fois qu'on voit ça chez l'ambéosaure, et c'est vachement bien fait. Mais on n'a pas fini de parler de troupeaux et de dimorphisme. Et tant qu'on parle de parc à dinosaures, numéro 2, qui d'autre? Prehistoric Kingdom. Depuis le début, l'ambéosaure était prévu pour le jeu, mais à la base, il devait avoir une énorme crête comme chez Corythosaure, ou Magnicristatus, qui a d'ailleurs été envisagé à un moment. Fort heureusement, au fur et à mesure que le développement avançait, les devs sont revenus sur leur choix et ont adopté la crête en hachette qu'on aime tous. Et c'est ce design qu'on retrouve aujourd'hui. Et là, on a un boulot phénoménal de la part des développeurs, qui nous donne un des plus beaux lambéosaures jamais faits. Du haut de la crête au bout de la queue, tout est exceptionnel chez lui. J'aime tout particulièrement son crâne et bien sûr sa crête, avec une forme qui colle au fossile, bien grande, je dirais même la plus grande qu'on ait vue après Dinosaur King, et surtout colorée. Et en parlant de couleurs, ces trois skins sont tous très beaux, même si le cosmique est selon moi un peu moins bien. Enfin, la croissance de l'ambéosaure dans Prehistoric Kingdom est phénoménale, en plus de coller avec les différents spécimens retrouvés. Parce que ouais, on a plusieurs spécimens de l'ambéosaure, et une bonne partie d'entre eux sont à des âges différents, et donc on peut savoir comment l'animal grandissait. Ça se voit mieux sur le crâne évidemment, avec le museau qui s'allonge et la crête qui pousse au fur et à mesure que l'animal grandit. Et c'est une idée brillante que PK a intégrée ici et qui vient s'ajouter au design déjà irréprochable de l'adulte. Et dans le jeu, il n'y a pas que son apparence qui est exceptionnelle, mais son comportement aussi. Comme pour Dino-san, il aime passer sa vie en troupeau. Mais au lieu de comporter un seul mâle, il peut y en avoir deux, avec plusieurs femelles évidemment. Ça aussi, c'est quelque chose qui reste possible et qu'on peut voir chez des herbivores modernes. Niveau environnement, les biomes qu'il préfère, à savoir tempérés, côtiers et zones humides, sont tous les trois connus à Dinosaur Park, la formation d'où il vient. Et la végétation comporte pas mal de feuillus et de conifères que notre hadrosaure devrait adorer. Et il est loin d'être le seul, puisque dans son enclos, on peut y placer certains autres dinosaures de la formation. Dinosaur Park était surtout connu pour ses hadrosaures et ses cératopsiens. Et de toutes les espèces retrouvées, seules deux sont présentes en plus du lambéosaure. D'abord Styracosaurus, cératopsien assez célèbre, et surtout un autre hadrosaure, Parasaurolophus, qui se mélange bien avec son cousin. Notons d'ailleurs que seule l'espèce Valkyrie peut vivre avec lui, car c'est cette espèce qui a été découverte à Dinosaur Park. Comme toujours, Prehistoric Kingdom nous offre des représentations excellentes de ces animaux, avec en plus le niveau de détail scientifique qui le font s'approcher de la perfection. C'est le cas du lambéo, ça l'est aussi pour beaucoup d'autres. Mais il m'en reste encore un à aborder, et je pense que de tous ceux qu'on a vus jusque-là, c'est de loin mon préféré. Numéro 1, la série Dinosauria, évidemment, qui est selon moi son apparition la plus connue à ce jour. Alors, on le voyait déjà vite fait dans l'épisode 1, ce qui nous permet déjà de voir qu'il y a un dimorphisme sexuel, mais sa vraie heure de gloire vient dans mon épisode favori, A More Ancient Spring, le troisième épisode dans lequel il est le personnage principal. Et là, on a le droit à un spécimen phénoménal, qui capture parfaitement tout ce que j'aime chez ce dinosaure. Son côté élégant et majestueux, principalement amené par sa morphologie et sa crête. Son corps est parfaitement proportionné, il marche à 4 ou à 2 pattes, son crâne a une superbe forme et sa crête est somptueuse avec ses couleurs. Mais il n'y a pas qu'elle, hein. Toute la robe du dinosaure est magnifique, à alterner entre ce brun clair et ce bleu. Comme vous vous en doutez, il est rapidement devenu ma référence lorsque je dessine l'animal. Et également tous nos compliments pour le bébé qu'on aperçoit dans l'épisode 5, Entre deux larmes. Mais il n'y a pas que son aspect qui est génial chez lui, tout l'épisode l'est, et c'est pour ça que je vous invite à aller le visionner, ça vaut vraiment le coup. Il reste cependant quelques aspects de son comportement que j'avais envie d'aborder. Déjà, les hadrosaures vivent en troupeau, comme d'habitude, mais ici composés de plusieurs espèces, à savoir les éternels Parasaurolophus, Corythosaure et Lambéosaurus. Eh bien, sachez qu'il n'est pas impossible que des troupeaux comme ça aient existé dans la vraie vie.
Déjà, si on compare avec maintenant, on peut retrouver des associations similaires en Afrique, où les gnous vont migrer avec les zèbres, les autruches et quelques girafes. Mais surtout, ça pourrait venir de vrais fossiles retrouvés à Dinosaur Park, comme nous l'explique David dans le making-of. On y a retrouvé un troupeau d'hadrosaures composé de plusieurs espèces différentes, dont du Lambeosaurus lambei. Après, est-ce qu'il s'agissait d'une structure permanente ou occasionnelle comme pour les gnous? Ça, on ne saura probablement jamais. Mais au moins, le montrer ici a quelque chose d'intéressant, en plus d'être visuellement et narrativement ingénieux. Mais ce n'est pas tout. Au sein de cet énorme troupeau, tous les hadrosaures sont montrés comme monogames, une structure reproductrice qu'on n'avait encore jamais vue dans tous les médias jusqu'ici. Par habitude, on a tendance à représenter les troupeaux d'hadrosaures comme ceux des chevaux, avec un ou deux étalons qui protègent plusieurs femelles. Mais les troupeaux peuvent prendre des formes plus variées que ça dans le règne animal, y compris plusieurs couples rassemblés au même endroit. Et pour ce qui est des hadrosaures, la monogamie est loin d'être une théorie sans fondement. L'un des principaux arguments est la présence de la crête, qui par ses cris uniques, permettrait aux couples de mieux se reconnaître au sein du troupeau. C'est quelque chose d'assez commun, non pas chez les mammifères, mais chez les dinosaures actuels, donc les oiseaux, notamment avec le cygne ou les manchots. Donc finalement, c'est pas si idiot de les prendre en référence pour un comportement de dinosaure. Là où ça va un peu plus loin, c'est au niveau du cadeau de séduction, également inspiré des manchots. Pour le coup, un chant et une parade auraient été un moyen de séduction plus probable que d'offrir un cadeau, comportement plus spécifique. Mais en soi, ces ajouts ne sont pas si graves puisque leur intérêt principal est de servir la narration et la mise en scène. Et je lui en veux pas une seule seconde au vu du résultat. Bref, le Lambeosaure de Dead Sound est absolument magnifique sur tous les points. Que ce soit morphologiquement, scientifiquement ou pour l'histoire de l'épisode. Il est vraiment incroyable et l'un des meilleurs Lambeosaures jamais représentés. Bien, je sais que la vidéo est déjà assez longue comme ça, mais laissez-moi encore 5 minutes parce que j'ai quelques mentions honorables dont il faut absolument que je parle. D'abord, on a le Lambéo du petit dinosaure, où il apparaît dans le 6e film et réapparaîtra souvent dans les suites et la série. Il est un habitant commun de la Grande Vallée et comme tous les autres dinosaures, il a un look bien à lui et assez rétro. Il a une bipédie totale, ce qui est bien pratique pour animer ses mains, Qui ont un pouce opposable d'ailleurs. et il a une posture très érigée, comme il était de coutume avant les années 90. Pour ce qui est de son crâne, il est pas mal dans le style de la saga et on arrive à en deviner le bec et une crête qui a une bonne forme. Autrement, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un lambéo classique avec une esthétique bien à lui, au sein d'une des sagas de Paléo les plus célèbres de l'histoire, et donc il fallait que je le mentionne. Il est également présent dans le DLC de Zoo Tycoon 1, Dinosaur Diggs, où il a une posture vraiment bizarre. Ok, il alterne entre bipédie et quadrupédie, mais vu ses pattes avant trop courtes et ses pattes arrière trop longues, ça fait qu'il est vachement penché vers l'avant, à la manière d'un kangourou. Alors pas debout, hein, mais à quatre pattes, vous savez, comme ça. C'est vraiment étrange. Et le deuxième truc que je voulais aborder, c'est le fait que ce Lambéosaure est vraiment pourri, puisqu'il est parfaitement incapable de se défendre contre quoi que ce soit. Dans n'importe quelle confrontation où il est impliqué, il va perdre. Ce qui est un peu la loose quand même quand tu pèses 4 tonnes, mais bref. Il est dans le duo de BD d'Arnaud Pluméry, à savoir Les Dinosaures en BD et Dino Park. Pour le premier, on le voit plusieurs fois, souvent en fond, et en vrai on arrive bien à le reconnaître, malgré le style particulier de la BD, et son crâne est globalement bien respecté. Et c'est encore mieux dans Dino Park, où il a le droit à un gros plan et de nouvelles couleurs très jolies sur la tête. Pour finir avec les os, il est dans le jeu mobile Dinosaur Park Primeval Zoo, où il est pas trop mauvais, mais pas exceptionnel non plus. C'est notamment le cas au niveau du museau, qui ressemble plus à celui d'un crocodile que celui d'un hadrosaure, et du dos avec cette espèce de crête bleue là. Mais sinon il reste assez sympa, surtout au niveau des couleurs que je trouve magnifiques. Grosse surprise, Magic the Gathering en a un sur une de ses cartes. Alors en réalité non, c'est une espèce fictive appelée le Crested Earthcaller. Meneur de troupeau à crête sur la carte française. Mais quand on le regarde bien, l'espèce qui s'en rapproche le plus est Lambeosaurus lambei. On le voit sur le museau qui est bien allongé comme il le faut, et surtout la crête en deux parties, dont certes la forme est différente du hadrosaure classique, mais qui conserve des similarités avec celui-ci. Et il faut savoir un truc, c'est que les dinosaures dans Magic ont plus ou moins tous des plumes, et des couleurs vives, ce qui dans leur univers est cohérent. Le vrai Lambéo n'en avait pas évidemment, mais au moins ça permet à Magic de se démarquer, et c'est toujours appréciable. Et enfin, petit dernier, celui qui m'a donné envie de faire la vidéo en premier lieu, Préserve.
Il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel vous construisez une map comprenant écosystèmes et créatures variés. Parmi les nombreuses espèces du biome mésozoïque, il y en a une simplement appelée Hadrosaure, mais qui, selon la carte et la description, est basée sur l'Ambeosaurus. Et le truc marrant, c'est que son icône est basée sur l'Ambei, mais son modèle sur la map a l'air de s'inspirer plutôt de Magnicristatus. Alors ok, c'est moins bizarre qu'avec le Parasaurolophus qu'il y avait à l'origine, mais ça reste assez étrange. Mais bon, je leur en veux pas, ça me fait plus marrer qu'autre chose. Et voilà, c'était tout. Au final, l'Ambéosaure a beau ne pas être l'hadrosaure le plus connu, toujours dépassé par Parasaurolophus et Corythosaure, mais depuis quelque temps, il commence à revenir sur le devant de la scène, dans des médias clés à travers des itérations marquantes. Qui sait, peut-être que dans le futur, il arrivera à les rattraper pour devenir leur égal. Il est déjà en train de remplacer Corythosaure par endroit, donc c'est clairement pas impossible. En tout cas, j'espère le revoir encore longtemps. C'est donc la fin de ce musée des icônes sur un de mes hadrosaures favoris et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, faites comme l'ambéosaure et mettez un pouce vers le haut ainsi qu'un commentaire en dessous. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et en parlant de ça, je sais pas trop quoi aborder après, donc ce sera la surprise. Sachez juste qu'elle va prendre du temps puisque mon emploi du temps risque d'être un peu serré à cause des études. Bref, d'ici la prochaine fois, portez-vous bien et surtout, restez sauvages.